Salut, salut tout le monde. Voilà, petite ambiance tranquille. Barbecue. Bon, on a déjà mangé une bonne partie. Hein. Voilà, là on a les truites. Les petites truites. Ok. Donc, petite vidéo, petite interview de Thibaut, alias le Mac de Macron, pour ceux qui le reconnaissent. Voilà. Il y a des enfants quand même. Donc Thibaut, il fait partie, c'est son idéologie politique, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Son idée politique, en tout cas, voilà. Lui, sa conception, c'est plutôt ce qu'on appelle le royalisme. Et forcément, quand vous entendez ce... Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour le barbecue. Quand vous entendez royaliste, forcément, ça peut être choquant et sûrement parce que, comme moi, il y a 2 minutes, je savais pas ce que c'était. Et donc, voilà. Donc, j'ai discuté avec Thibaut, comme quoi, tu vois, faut aller parler avec les gens dont a priori on se dit, non, on se comprend pas. Et voilà, donc petite interview de Thibaut pour partager avec vous qu'est-ce que c'est le royalisme, monsieur Thibaut. Ah, qu'est-ce que c'est que le royalisme? Après, on peut adopter une définition primaire. Le royalisme, c'est le pouvoir royal, donc c'est le pouvoir par le roi. D'accord. C'est-à-dire c'est un pouvoir. Alors, il y a plusieurs définitions, sachant que le royalisme, en plus, le royalisme a évolué à travers l'histoire. Ouais. Le royalisme diffère en fonction des nations. Évidemment, le royalisme japonais ou le royalisme, on va dire allemand, ou le royalisme italien n'est pas absolument le même que le royalisme français. Ouais. Donc notre royalisme en tant que français garde des spécificités françaises, sachant qu'en plus le royalisme du XIVe siècle n'est pas le même que celui du XVIIIe, n'est pas le même que celui du XVIe. D'accord. Donc c'est comme toute idéologie si politique. Si tu pouvais nous donner une définition, une définition qui pourrait coller aujourd'hui, ou celle que toi qui te plaît, je sais pas. J'en donnerais la définition qu'a donnée Maurras, c'est qui a grandement contribué au combat royaliste. Maurras disait que le royalisme, c'était le combat tous pour le pouvoir d'un seul. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est la convergence de tous pour le pouvoir d'un seul. Et alors du coup, toi tu penses que la royauté, avoir un roi, ce serait plus démocratique que la République, ou au moins que la 5ème République? Au moins que la 5ème. Non, mais au-delà de le penser, moi, c'est pas moi qui dis ça, c'est pas moi qui le prouve, mais l'histoire le prouve en fait. Vas-y, raconte-nous. C'est tout bête. Moi je demande à chaque fois aux Français qui sont interrogés mais logiquement par le royalisme et qui voient pas vraiment ce que c'est, qui pensent que c'est un truc antidémocratique. Je leur dis mais c'est quand tout simplement, premier constat, c'est quand la dernière fois que toi et moi on a pu voter en France, dans ce pays, pour véritablement parler d'une question politique importante. 2005, le référendum sur la Constitution européenne. C'est ça. Les Français ont voté non, à mon sens à raison. Ouais, 2 ans plus tard, ils l'ont eu dans le fion. Ouais, donc, et ça, tout ça en 5ème République. Si on connaît bien un petit peu ce qu'était l'histoire de France et ce qu'était la France c'était des parlements populaires, des parlements locaux avant tout, des parlements régionaux, sur lesquels pas seulement les élus, sur lesquels pas seulement les bourgeois, sur lesquels pas seulement tout le monde pouvait citer au Parlement. D'accord. Alors non seulement, évidemment, Alors citer, c'est tout pouvait avoir le droit de s'exprimer, évidemment, de passer des motions. Là, j'ai zoomé. Tu peux zoomer, mais j'ai pas une très belle. Je suis ascendant, hein, donc ne zoome pas trop. Tu vas faire fuir les gens du live. Non, mais c'est-à-dire tout le monde avait le droit de citer, c'est-à-dire que peu importe ta classe sociale, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe. Le critère numéro 1, c'est l'appartenance à une commune. Ouais. Parce que pour moi, tout système politique part de la commune, c'est-à-dire la première qui est la première entité en fait politique. Ouais. C'est la première entité communautaire, c'est la première entité où des gens choisissent de vivre ensemble en communauté. Donc tout part de la commune, pour ensuite s'étendre à ce qui serait aujourd'hui la communauté de communes. Okay. Puis le département, puis la région, puis la nation. Okay. Et sachant que même au niveau national, il y avait des assemblées qui étaient tenues régulièrement, où il y avait ce qu'on appelait des cahiers de doléances, c'est-à-dire où peu importe ton ordre... Ce que le roi Macron il essaye de faire là. Alors ce que le roi Macron essaie de faire, mais ça on pourra revenir sur la question parce que c'est intéressant. Non, c'est vraiment intéressant en plus, par rapport au cahier de doléances. On la garde pour après. Non, mais ça c'est un point essentiel parce que il y a un parallèle d'ailleurs qui a été fait par lui face au cahier de doléances, etc. Il y a aussi l'image dont à laquelle il s'assimile, le mec se prend pas pour de la merde. C'est le problème, je le dis, ça reste entre nous, mais c'est le problème de la coco, c'est que souvent ça monte à la tête. Ça reste entre nous et les... de la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin. C'est du talc. Comme il le dit si bien, mais c'est du talc. Et du coup, la condition numéro 1 en fait, mais pas de la royauté, mais de tout système politique,
c'est de pouvoir s'y impliquer, de pouvoir le faire changer, de pouvoir bouleverser ses règles, de pouvoir en tant que simple citoyen, peu importe d'où tu viens. Peu importe ton statut en fait. C'est la règle élémentaire de toute réflexion politique. Y compris donc en royauté. Avant tout en royauté. Puisqu'en République, en réalité, quand on dit la République est un système démocratique, et ça c'est pas une question de 5e, 1er, 2e, en France on n'a pas eu d'exemple de véritable République, j'entends de res publica au sens grec, dans la mesure où en fait le système entier tente de te faire passer l'acte de vote pour un acte républicain, c'est-à-dire pour un acte de politique en fait. C'est précisément le contraire en fait. Au moment où tu vas mettre ton bulletin dans l'urne et où la sentence est prononcée par le bourreau à voter, en fait tu viens de perdre toute possibilité politique, puisque tu délègues ta responsabilité en tant que citoyen, tu délègues toute responsabilité politique à un autre. C'est ce que dit aussi Étienne Chouard, mais lui il est pas royaliste. Totalement Étienne Chouard, mais c'est ce que dit tout le monde qui a un cerveau bien fait, ou qui a étudié un minimum la question. On est bien d'accord. À partir de la seconde où tu mets ton bulletin dans l'urne, tu as décidé de manière évidente que ça n'était pas à toi de diriger, ça n'était pas à toi de faire les choses. Donc, et donc plus citoyen. Mais en fait, du point de vue très simple, tu acceptes d'être un enfant. Tu t'infantilises en tant qu'entité politique nationale. Ok, donc revenons à la royauté. Parce que nous, les gens qui s'intéressaient pas forcément jusqu'à aujourd'hui à la royauté, nous ce qu'on a de la royauté, c'est les anciens rois, les guerres, le Moyen-Âge, la peste, le choléra, 1600 ans de royauté les Louis XIV et compagnie, enfin bref, les régimes très autoritaristes, etc., etc. Les Louis XVI et compagnie qui ont fini par être décapités, enfin bref, c'est ça, je me gourre pas dans les chiffres. Non, tu ne gourres pas, t'es bon, t'es dans le bon. Ok, et donc nous ce qu'on en a, c'est un peuple qui est dans la merde, qui est tout le temps en train de couiner, etc. Donc pire que maintenant, en gros là ce qu'on vit, c'est le must du must de ce que l'histoire a produit. Oh bien sûr. Donc grâce à la révolution de 1789, nos ancêtres sont morts pour qu'on puisse avoir le droit de voter. C'est beau. Alors tes ancêtres sont morts pour que, je rappelle. Moi mes ancêtres ils étaient pas à 1789. Donc ils en étaient, mais visiblement s'ils sont morts pour ça, ils sont morts pour que 0,01% de la population française puisse voter une élection. C'est la première élection. C'était comment grosso modo avant la révolution et qu'est-ce que a apporté ou volé la révolution? Alors faut transposer ce qui est transposable déjà. C'est-à-dire que quand on parle de la royauté, on parle d'une période qui nous est antérieure au niveau technologique, etc. Donc il ne s'agirait pas de comparer les deux, il s'agit de transposer ce qui est transposable. Au niveau des instruments politiques, c'est très simple. J'imagine que certains de tes auditeurs vont connaître les corporations. J'imagine que certains vont connaître l'interdit de l'usure. J'imagine que certains vont connaître... Pas tous, mais on fera des vidéos dessus. Mais c'est super intéressant. De toute façon, les corporations, on pourrait faire des lives de 10 heures dessus. Et tous ces éléments-là sont transposables. C'est-à-dire les protections communales. On est dans un système anticentralisé avant Louis XIV. C'est pour ça qu'il faudra revenir sur Louis XIV, qui est montré comme par hasard comme le meilleur monarque et comme celui que tout le monde adore. Alors que c'est la mort du royalisme français, Louis XIV. C'est la centralisation. Le système royaliste est par essence décentralisé. C'est comme je te dis, on part des plus petites maintenant, entités. Donc ça c'est transposable. Enfin, théoriquement on est décentralisé, un peu, certaines parties. Tu me trouves en théorie. Ah oui, mais même pas en théorie. Une mairie, c'est un organe décentralisé. Une mairie, elle applique les règles qui lui sont données au niveau régional. Donc c'est autre chose que ce qu'on nous a appris de la décentralisation. Je te prends un élément tout con. Ici on est à Grigny, tu vois. Moi j'habite à côté de Juvisy. À Juvisy, il y a une décision qui a été faite au début par voie référendaire sur le tramway T7 qui devait venir chez nous. On n'a pas eu le droit de vote. Il y a eu des assemblées qui n'ont servi strictement à rien. Voie référendaire du coup. Non. Ça on a oublié. C'est un référendum sans vote. C'était bien sur le tract. Pas mal. C'était une volonté régionale qui s'est appliquée à une commune. C'est un rapport de force en fait. La région étant plus forte que la commune, elle applique ses volontés à la commune. Le système royaliste, c'est inverser la pyramide en fait. C'est-à-dire que nous on vit dans un système précisément pyramidal avec une tête qui est montrée avec un objectif unique, c'est-à-dire de grimper dans cette hiérarchie pyramidale. La royauté, c'est inverser la pyramide. C'est-à-dire finalement tout part de la commune, tout part de l'entité politique zéro qui est la commune. L'entité politique initiale. C'était quoi ta question? Excuse-moi. Donc du coup en fait ça revient c'est le peuple qui gouverne, qui devient souverain. Le peuple est souverain en royauté simplement parce que son implication en politique n'est pas, n'est pas négociable. Elle est obligatoire. Donc, du coup, est-ce qu'on
donc de ce que je comprends, hein, moi, de ce que tu nous définis comme un système de royauté monarchique. Ouais, c'est ça. Monarchique. Ça, on peut en parler. On peut pas appeler du coup un roi dans ce type de monarchie, on peut pas l'appeler un souverain, puisque c'est le peuple qui est souverain. On l'appelle un souverain, c'est un élément de langage. Ok, mais en vrai il l'est pas. C'est un élément de langage, le roi n'est pas souverain. Ok, d'accord. Le roi, c'est... Non mais du coup c'est peut-être aussi pour ça que nous on fait la confusion avec ce qu'on nous explique à l'école, on nous dit le roi c'est le souverain. Mais de toute façon, c'est des éléments de langage. Qui maîtrise le langage maîtrise la pensée politique. Ah bah oui, bah ça on le voit. Donc bon, on l'a très bien vu avec ce qui nous sort. Donc en royauté, le souverain, c'est pas le roi, c'est le peuple. Le souverain est le garant de quoi? De la sécurité du royaume. D'accord. C'est-à-dire que moi je suis très favorable au RIC, tu l'es certainement aussi, comme, comme tous nos camarades. Comme toute personne qui a branché son cerveau, normalement. Un minimum. C'est ceux qui n'ont pas encore branché, prenez de la pilule rouge, vous allez voir. Ah ouais, ça fait mal au début, mais après ça passe. C'est ça. C'est bien. Mais et on est de plus en plus nombreux aussi. Ça fait du bien. J'ai l'impression. Pour ton RIC, il faut le défendre. Ouais. Si tu veux faire ton petit paradis national, il faut le défendre, ton petit paradis. Okay. Et quand je dis défendre, c'est pas seulement du point de vue militaire. C'est défendre du point de vue de la récupération politique, de la récupération économique, de la récupération financière. Et médiatique. Et médiatique. Mais les médias sont à la botte aussi financiers. Tu prends il n'y a pas une chaîne de télé dominante d'information en France qui n'est pas détenue par un oligarque issu du monde de la finance. Donc la question fondamentale, c'est sur laquelle j'ai peut-être pas assez insisté, c'est la récupération. L'enjeu politique numéro 1, c'est la corruption. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'origine, comment dire de manière simple, l'idéalisme, c'est très bien pour les barbecues comme on le fait là, et nous on peut discuter et c'est cool. Quand tu es souverain d'une nation, quand tu es souverain d'une communauté, c'est-à-dire que quand tu as le destin politique de ta communauté nationale ou locale ou régionale dans les mains, l'enjeu numéro 1, c'est la récupération, c'est est-ce que tu ne vas pas être acheté par les lobbies financiers? Est-ce que tu ne vas pas être acheté par des intérêts étrangers? Est-ce que tu ne vas pas être corrompu? Est-ce que tu ne vas pas être corrompu? Ok. En démocratie représentative, la corruption est un élément nécessaire. Ouais. C'est un élément nécessaire. Ah oui, putain. C'est déjà à 10 minutes. Allez. Je jacte. Ok, on résume. Donc, si j'ai bien compris, avec un roi, il n'y aurait pas de possibilité de corruption. Et la corruption est garantie par un élément tout con, c'est de qui tu tiens ton pouvoir, quelle est la main qui te nourrit. Ouais. Et comme là, ce serait le peuple. Le peuple nourrit les aristocrates. Ouais. Les aristocrates défendent le peuple. Après, c'est un système tripartite sur lequel on pourra revenir. Ouais. Dans la démocratie représentative, les lobbies, les médias, les oligarques qui financent les campagnes politiques et les campagnes publiques de ces mêmes politiciens qui ne produisent pas de richesse, sont les détenteurs de leur pouvoir. D'accord. Les politiciens mangent dans la main de ces gens-là parce que c'est eux qui garantissent son existence. Je reformule pour voir si j'ai bien compris. Ouais. Donc, dans un système monarchique, donc aristocratique. Ouais. D'accord. Donc aristocratique, ça veut pas dire dirigé par des riches, hein, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. L'aristocratie est l'ennemi de l'oligarchie. Voilà. Aristocratique, ça veut dire au plus méritant. Après, à nous de définir qui est le plus méritant. Et en fonction de quels critères. Et en fonction de quels critères. Donc ça peut être le plus méritant intellectuellement, ça peut être le plus méritant physiquement parce qu'il est plus fort, ça peut être le plus méritant parce qu'il s'est battu éthiquement aussi. Éthiquement. On pense à l'abbé Pierre, on pense à plein de figures. Voilà, exactement. Donc le plus méritant, voilà, ça peut très bien être des gens qui ont reçu des prix Nobel, des choses comme ça. Bref. Ça peut être tous les critères que tu veux. Mais ça s'appelle une aristocratie. Ça s'appelle une aristocratie. Donc un royaliste préfère l'aristocratie, grosso modo. L'aristocratie est le fondement même du royalisme. Ok. Et donc en aristocratie, ce que tu dis, c'est il ne peut pas y avoir de corruption, puisque c'est le peuple qui met à la tête au pouvoir. C'est plus compliqué que ça. Ouais. Pour une démocratie directe au niveau national, j'entends, pas au niveau local. Ouais. Si tu élis durablement une personnalité politique comme étant le représentant du peuple, comme on le voit à l'heure actuelle en démocratie, si on est dans une démocratie directe, à l'athénienne, le souverain dépend de quoi? De son peuple. De son peuple. Mais de sa voix. Voilà. Pas nécessairement de son bien-être. Donc si le peuple en a marre de sa gueule, le souverain il va perdre sa tête, quoi, en gros. Il va perdre sa tête, mais d'une certaine manière, il est tributaire, c'est-à-dire de la voix générale, du populaire. C'est-à-dire que le peuple soit souverain au niveau local, mais oui, tout à fait, qu'il soit souverain au niveau régional, etc. Quand il s'agit de discuter d'éléments économiques ou géopolitiques très complexes, c'est pas que le peuple n'a rien à voir, mais c'est que je pense pas que la voix référendaire soit la bonne. Ouais. Je le pense pas. Okay. Après, on pourra en discuter en long et en large, etc. Je vais me faire cramer. Et donc, et donc à la différence du système oligarchique qu'on a aujourd'hui,
par rapport si on revient sur la corruption. Un roi tire son pouvoir de quoi? De son lignage. Il tire son pouvoir de son père, il tire son pouvoir, qui lui-même tire son pouvoir de son grand-père, etc. Il n'y a pas de possibilité de récupération politique dans la mesure où son seul pouvoir vient de lui et de sa famille en fait. Ça. Donc il est redevable de personne. Il n'est le redevable de personne. Et la véritable question politique, c'est tu es redevable de qui te nourrit. Qui nourrit le roi, le peuple, de qui il est redevable de personne. Donc c'est les deux éléments qui font de la monarchie. Je dis pas un régime incorruptible, puisque la monarchie française a été corrompue, et c'est ce qui a mené à la révolution dite française, que moi je dis révolution bourgeoise, mais là encore c'est... Tiens, vas-y, allez rapidement, 3 minutes sur la révolution française, en quoi c'est une arnaque pour toi? La révolution française, en fait, on nous présente ça de manière systématique dans les livres d'histoire comme la prise de pouvoir du peuple. Alors, on voit bien aujourd'hui que c'est faux. Voilà, aujourd'hui on voit bien que c'est faux, mais la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle est le produit direct de cette société de 1789. En fait, la révolution de 1789, c'est quoi? C'est la prise de pouvoir du capitalisme et la prise de pouvoir de la classe bourgeoise. Et alors pour ça, pour résumer très vite, je vous conseille de vous renseigner sur, si ça vous intéresse, si les questions vous intéressent, vous renseigner sur Étienne Boileau, qui a écrit le livre des corporations, qui était le préfet de Paris, donc l'équivalent d'un maire à l'époque, au XIIIe siècle, qui a écrit qui a écrit des chroniques de son temps, qui sont très intéressantes. Je vous conseille Marion Sigaud, qui a écrit des choses excellentes sur cette période, et qui, d'ailleurs on a un petit peu le même chemin, elle et moi, ou tout simplement pour les plus lecturophobes d'entre vous, vous pouvez aller consulter une chaîne YouTube qui s'appelle SACR, donc c'est la société audiovisuelle la société audiovisuelle Société audiovisuelle du Conseil royaliste, ou je crois un truc comme ça, qui a fait des très bonnes vidéos assez courtes, de bonnes synthèses sur le sujet, où il montre justement la possibilité émancipatrice du royalisme, la dimension populaire du royalisme, parce que c'est un système populaire par essence, la dimension incorruptible, et surtout l'arnaque qui a été la Révolution française. Super. Ouais, on a un petit peu de temps. Vas-y. Alors rapidement, pour la Révolution française, les premières mesures prises par la Révolution, par le Conseil à l'époque national, qui est né de la Révolution française. Tu peux parler plus fort parce qu'il y a du vent. Ah oui, pardon. Les premières mesures prises, c'est quoi? C'est le décret d'Allard. La suppression des corporations, donc la suppression de toute protection sociale possible. C'est le retour de l'esclavage, c'est le retour du commerce triangulaire et des plantations dans les Caraïbes, qui était interdite par décret royal, qui est interdite en France depuis le XIIIe siècle par décret royal. L'esclavage est interdit par décret royal depuis le XIIIe siècle. Mais la Révolution française a rétabli l'esclavage et a rétabli le travail des enfants, qui était interdit en royaume chrétien, a démoli toutes les écoles qui étaient tenues par des religieux à l'époque, c'est-à-dire toutes les écoles de France. Alors, il y a une phrase il me semble que c'est Seyès qui dit ça, qui dit mais de toute façon, à quoi ça va leur servir l'école, puisqu'ils sont paysans ou artisans, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, parce qu'on s'intéresse à eux pour ce qu'ils produisent. Ils n'ont pas besoin d'avoir une éducation, ils n'ont pas besoin d'avoir une culture. Bouger la semaine de 7 jours à 10 jours avec 1 jour de congé. Voilà, donc on est passé pendant un temps. Alors ça n'a pas tenu. Oui, ça n'a pas tenu longtemps. C'était le calendrier machin là, avec les mois chelous. Qui s'oppose au calendrier grégorien traditionnel qu'on a toujours en France, qui est revenu depuis. C'est la mobilisation générale des paysans, c'est-à-dire qu'on va prendre des paysans de 17 ans, 18 ans, qu'on va les envoyer au front pour combattre dans des guerres pour des intérêts privés. C'est la récupération des terres publiques. C'est-à-dire tous les paysans qui n'avaient pas les moyens d'avoir leur propre terre, etc., maintenant sont tributaires d'un État, centralisé à Paris, absolument plus de leur paroisse, de terres collectives dédiées à la commune, etc. Non, maintenant ils sont tributaires dans un système centralisé à Paris. C'est la hausse des impôts par 2 dans certaines régions, notamment en Vendée. Moi, je sais, j'en reviens. Tout de suite après la Révolution. Ça, c'est les conséquences directes de la Révolution. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas par 2 que c'est augmenté les impôts, c'est par 10, 20, peut-être même 200, je sais pas. Oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas de limite, de toute façon. Il n'y a pas de limite. Sachant qu'en plus, alors ça je le dis pour m'amuser parce que c'est marrant quand même, le système initial de la Convention nationale avait un plan général pour la société française. Le problème, c'est que ce plan pouvait marcher si on gardait 3/4 de la société française. Si on gardait 3/4 des Français. Le plan initial prévoyait d'en éliminer le quart. Ils sont pas tombés loin, puisque pour la Vendée seule, c'est 700 000 morts. 700 000 morts, la Révolution française. C'est-à-dire des génocides, des massacres systématiques de paysans, d'artisans populaires qui combattaient contre la République centralisée à Paris, qui ont été tous massacrés, intégralement pour ce qu'ils étaient.
Donc bon, ça, il y a beaucoup de sources, donc je répète, hein, SSCR, Marion Sigaud, les cahiers de doléances d'Étienne Boileau, la BNF détient beaucoup de documents là-dessus, c'est super intéressant. Okay. Après, ces libertés, on en a reconquis certaines. Le premier droit de vote d'ailleurs était exclusif, il fallait payer. Donc il était accessible qu'aux citoyens les plus riches. Le droit de vote n'a été étendu aux femmes qu'en 1945, ce qui était une disposition de Vichy d'ailleurs, absolument pas de la Troisième République. C'est quand même drôle parce qu'il se méfiait beaucoup des femmes et qui avaient tendance à voter en fonction de ce que les curés leur disaient. Donc tu vois, la République en réalité, on est dans un système profondément antipopulaire. En parlant de curés, etc., est-ce que royaliste veut forcément dire être catholique, chrétien? Pas forcément. Est-ce qu'il faut être royaliste et musulman? Est-ce qu'on peut, c'est force est de constater qu'aujourd'hui la majorité des royaumes dans ce monde sont dans des pays musulmans en fait. Ils sont absolument pas dans des pays chrétiens. Je reformule ma question. Est-ce que en 2019, 2020, on pourrait réinstaller une royauté mais qui soit laïque? Alors pas laïque comme on a maintenant, en gros, fermez-la, cachez-vous. Dans le sens du politique et de voilà, c'est tout, mais chacun peut vivre sa religion comme il a envie. De toute façon, il n'y a pas de dogmatisme au niveau royaliste. Et moi, je dis personnellement, parce que bon, on se connaît mieux soi-même, je suis venu au royalisme par la raison sociale. J'étais pas catholique à l'époque où je suis venu au royalisme. Je me suis converti petit à petit, mais bon, ça c'est un chemin parallèle. Rien à voir. Mais moi, je suis venu au royalisme par la raison sociale. C'est-à-dire que je viens à l'origine du Parti communiste français. J'étais communiste à 15 ans. J'ai pris ma carte à 15 ans au PCF. Et en fait, c'est en se posant ces questions par rapport à la souveraineté populaire, par rapport aux garanties d'incorruptibilité, à la souveraineté de l'État et à la protection finalement des classes laborieuses, que j'en suis venu au royalisme. Et que j'en suis venu à me dire que finalement, tout ce qu'on m'avait présenté, que je croyais évidemment, moi j'étais pareil, je pensais que le royalisme c'était l'horreur, c'était antipopulaire, c'était autocratique. Quand on dit que le savoir est une arme. Le savoir est une arme, mais je pense qu'on peut aboutir à plein de conclusions différentes, de toute façon en se renseignant là-dessus, mais c'est bien au moins de le savoir. C'est ça, de savoir de savoir d'où on vient, de savoir ce que la République a fait, de quoi la République est issue. Et quand on voit ce que la République a fait en 1789 et qu'on sort jusqu'à 1793 et puis plus loin après, avec la deuxième et la troisième, on comprend tout de suite pourquoi on est dans cette situation et on comprend en fait que ce système qu'on nous a présenté comme un parangon de vertu, finalement a été la ruine de la population française, des classes laborieuses, des libertés communales, des libertés populaires, des libertés des travailleurs, depuis 200 ans en réalité. Voilà, c'était Thibaut, donc le Mac à Macron. Ah salut. Voilà, donc lui qui est plutôt royaliste comme vous l'avez compris. Donc voilà, c'est pas une vidéo pour vous convertir au royalisme. Non, c'est pas le but. C'est de l'explication, c'est de l'information comme d'hab. Donc ceux qui ont envie de creuser le sujet, allez creuser, c'est super intéressant. Moi je partage pas mal de choses, mais je suis pas forcément pour le royalisme. Mais voilà, super intéressant de discuter avec Thibaut. Merci à toi. Ça fait un moment qu'on en discute et je vais continuer de discuter avec lui pour en savoir plus. Allez, ceux que ça intéresse, il a cité plein de liens, plein de sources. Amusez-vous et bon courage dans ce monde de fous.